Cette semaine, dans le labo, je vous propose de découvrir l'exposition Joseph Cornell et les surréalistes au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous avons rencontré la conservatrice Sylvie Ramon et Matthew Afron, conservateur du Musée d'Art Moderne de Philadelphie. Ramon, vous venez de nous présenter l'exposition Joseph Cornell. C'est une très belle exposition, j'allais dire une exposition foisonnante, exactement comme les œuvres de ce surréaliste américain qu'on connaît peu en France. Oui, ça a été pour nous extrêmement passionnant de pouvoir travailler sur ce projet. C'est vrai que c'est un artiste donc américain qui occupe une place très importante au sein du panthéon des grands artistes, mais qui malheureusement n'a pas fait l'objet d'exposition dans un musée en France depuis 1981. Très 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 heureux de pouvoir le faire découvrir au public français. Nous avons choisi alors non pas d'organiser une rétrospective, mais de le montrer en résonance avec toute la constellation des artistes surréalistes qui avaient notamment rejoint New York dans les années 40. Alors justement, on a bien sûr Marcel Duchamp, Max Ernst, Dali. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de rivalité entre ces artistes? Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de rivalité. Au contraire, il y avait une sorte d'émulation. Cornell a été absolument passionné par le surréalisme, tout en étant quand même en marge. Il y avait toute une partie d'ésotérisme qu'il ne partageait pas avec ces artistes-là. Et il revendiquait, lui, une part de magie blanche du surréalisme. Non, il y a eu vraiment à New York beaucoup d'échanges, beaucoup de confrontations qui ont pu être réalisées, notamment grâce au rôle très important qui a été joué par un galeriste, Julian Levy. Alors justement, il y avait des acquéreurs pour tous ces artistes parce que c'était vraiment un marché, on peut imaginer New York bien sûr, c'est une grande ville avec beaucoup de passionnés d'art, mais quand même, est-ce qu'il y avait vraiment des acheteurs autant que d'artistes? Alors il y a eu quelques grandes galeries qui ont joué un rôle très très important pour la diffusion du surréalisme. Donc j'ai cité Julian Levy. Il faudrait également citer Peggy Guggenheim avec la galerie Art of this Century. Et il y avait, oui, bien sûr, un marché, des collectionneurs, de très grands collectionneurs. Cornell a eu une première boîte qui a été achetée pour la première fois en 1938 par un musée américain, le musée de Hartford. Et après, beaucoup d'autres institutions, beaucoup d'autres collectionneurs ont cherché à acquérir de ces œuvres. Dans l'exposition, on voit un travail bien particulier de l'artiste, je dirais presque 3 façons de travailler. Le cinéma, le collage et puis la récolte d'objets. Ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que finalement, on pourrait le retrouver aussi chez Fluxus, c'est-à-dire des petits objets que l'on glane et qu'on met dans des boîtes. Alors c'était pour nous, oui, très important de montrer le rôle que cet artiste a joué pour l'avant-garde artistique. Et c'est vrai que tout ce travail qu'il fait à partir de ses archives, qu'il collecte, qu'il classe dans des boîtes, il rend hommage ainsi à quelques grandes figures qui ont existé ou qui sont nées de son imaginaire, est extrêmement important pour l'art contemporain. Et je crois que c'est vraiment l'un des artistes qui a joué un rôle très très important pour ce travail sur cette notion d'archive qui a tellement inspiré l'art d'aujourd'hui. L'archive, l'inventaire, c'est très précis, très précieux. On voit la boîte en valise de Marcel Duchamp, mais aussi une œuvre très intéressante sur l'histoire d'une petite fille chez Cornell, qui fait un peu écho finalement à cette idée de petit musée intime avec une histoire. Voilà, c'est ce qui m'a particulièrement fascinée. C'est que, d'abord, il faut savoir que c'est un artiste qui aimait passionnément fréquenter les théâtres, les opéras, les cinémas. Mais également, il a passé beaucoup de temps dans les musées, des musées de toutes sortes. À la fois, c'était un visiteur assidu des salles du Met, mais il aimait beaucoup aller au musée d'histoire naturelle de New York. Et il aimait aussi beaucoup ces musées très populaires qu'on appelle les Dim Museum, qui sont vraiment des institutions particulièrement américaines où étaient présentés toutes sortes de spectacles. Des spectacles de funambules, d'équilibristes, on présentait également des tableaux de cire et je crois que l'art de Cornell est né de toutes ces images. Alors l'exposition aura lieu de quand à quand ? L'exposition est présentée donc à partir d'aujourd'hui, elle sera présentée jusqu'au 10 février et nous présenterons donc les 7 et 8 février un colloque consacré à Joseph Cornell et le cinéma. Merci beaucoup. Merci. Dans un des films qui passe sur le premier écran, vous avez par exemple des extraits d'un film de 1899 de Georges Méliès, qui est mélangé avec des éléments qui proviennent d'autres sources, des Frères Lumière, de Zecca, de tous les grands fondateurs. Il était un grand connaisseur de tout ça.
quasiment inventé le genre du cinéma recyclé d'avant-garde. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant aujourd'hui qu'il était à l'époque. C'est quelqu'un qui était très connu dans le monde très petit, de collectionneurs et de historiens quasiment de cinéma pendant les années 30 et 40. Il a vendu des films de sa collection au département du cinéma du Musée d'art moderne de New York au moment où ils ont fondé ce département, ce qui était quelque chose de très nouveau à l'époque pour un musée. Après la période surréaliste, donc après la période que nous touchons dans notre exposition, pendant les années 50 et 60, il a renouvelé son cinéma en travaillant avec des jeunes cinéastes, tels Stan Brakhage, qui est devenu un immense créateur pour le cinéma expérimental après la Deuxième Guerre. Il a engagé Brakhage, Rudy Burkhardt et autres jeunes à l'époque jeunes cinéastes pour tourner des films d'après des scénarios qu'ils avaient lui-même écrits. Donc ça veut dire que la création cinématographique chez Cornell est très importante, mais moins souvent montrée que les boîtes ou les collages. Parce que l'idée de base reste toujours de couper et de remonter l'objet trouvé, même dans le cinéma, nous avons estimé qu'il était très important de montrer les films dans l'accrochage même et de ne pas séparer ces films de ces autres formats et ces autres types d'œuvres. Quand on voit ces collages, on pense au pop art, parce que peut-être que le pop art est plus connu chez nous. Est-ce qu'il y avait vraiment des liens? Est-ce que Cornell a en tout cas influencé par exemple quelqu'un comme Warhol? Il est vrai que Cornell est fascinant en partie parce qu'il prend tellement au sérieux la culture de tous les jours, la culture vernaculaire américaine. C'est indiscutable que son œuvre anticipe dans une certaine manière ce que Warhol ou un Rosenquist ou un Lichtenstein auraient pu faire pendant les années 60. On sait que Warhol et d'autres à l'époque jeunes artistes du courant pop art pendant les années 60 sont allés en voiture trouver Cornell qui vivait encore à New York chez lui. Et il s'intéressait beaucoup à son œuvre. Il est indiscutable qu'avec le cubisme, qu'avec le surréalisme et avec toutes sortes d'autres courants du siècle, du XXe siècle, l'œuvre de Joseph Cornell a préparé la voie pour ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup. Merci. L'exposition Joseph Cornell et les surréalistes à New York est à voir au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 10 février.